Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première vidéo de ce tout dernier module de la formation de piste 3.0 qui est un module dans lequel on va déployer différentes stratégies marketing très poussées, très avancées et les appliquer bien sûr à l'industrie musicale et au développement de visibilité, de carrière et de rentabilité dans vos projets musicaux. Donc la première stratégie dont je vais vous parler, c'est la stratégie Océan Bleu. Je vous en parle en premier parce que c'est la base de toute stratégie de développement. La stratégie Océan Bleu, en fait, elle consiste à faire un distinguo entre l'océan rouge, rouge de sang, de la concurrence qui se livre une bataille sans merci, et l'océan bleu. Bleu pourquoi? Parce que vous êtes tellement seul dans votre océan à nager tranquille que personne ne peut vous attaquer. Et l'idée en fait de cette mise en scène, c'est que la plupart du temps, quand un artiste ou qu'un producteur lance un projet musical, il le lance dans un océan rouge. Il y a tellement de monde déjà sur le marché que, à part batailler du mieux qu'il peut pour essayer de tirer un tout petit peu la couverture vers lui, il n'a pas beaucoup d'autres options. Et souvent, il finit par échouer. Alors que si vous preniez le temps de créer ce qu'on appelle un espace stratégique libre, à savoir un océan bleu justement, eh bien vous pourriez lancer n'importe quel type de projet, ça marcherait et ce serait immédiatement rentable pour la simple et bonne raison qu'il n'y aurait personne en concurrence en face de vous. Et c'est exactement ce que je vais vous aider à faire avec cette première vidéo. Donc l'objectif de la stratégie Océan Bleu, ça va être déjà de vous aider à travailler votre positionnement, travailler et parfaire votre image pour justement que ce que vous faites soit compris, apprécié et adapté dans un cadre où vous sortirez justement de tous les flux de concurrence qu'il y a. Et enfin, ça va vous aider à vous distinguer de la masse, tout simplement. On va déployer 3 outils pour vous aider à trouver la meilleure stratégie possible. Le premier, c'est le canevas stratégique. Donc vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble et c'est un outil qui n'est pas évident à mettre en place au début. C'est pour ça que dans cette formation, je vais vous le décrire dans un premier temps pour que vous compreniez ce que c'est. Et on va finir cette vidéo avec un canevas stratégique qu'on va créer à partir de tout ce qu'on aura vu entre-temps. Donc le canevas stratégique. Le deuxième, ça va être la grille des 4 actions. Et le troisième, ça va être d'influer sur la matrice exclure, renforcer, atténuer, créer. Et encore une fois, vous allez mieux comprendre ce que c'est dans la suite de cette vidéo. Donc le premier outil, c'est le canevas stratégique. Donc le canevas stratégique, ça va être en... Alors j'ai plus le nom, je crois que c'est en abscisse. Abscisse et ordonnée, si je ne dis pas de bêtises. En abscisse, on va évaluer le niveau d'une caractéristique. Est-ce que le niveau est faible ou est-ce que le niveau est fort? Et en ordonnée, en tout cas à l'horizontale, si jamais je me trompe, on va évaluer différents points de caractéristiques. Notamment là dans mon exemple, c'est un cas d'école franchement, et je le trouve génial ce cas d'école, j'ai choisi de vous parler du rappeur Booba. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous mettez en pause cette vidéo, vous allez sur Google et vous tapez Booba rappeur. Et vous lisez les 2-3 premiers liens que vous trouvez, vous regardez un clip ou deux, ça vous donnera un petit peu une idée de ce dont on va parler dans cette vidéo. Et donc, j'ai pris le rappeur Booba et je l'ai classé un petit peu au hasard, et volontairement pour ce canevas, selon différents critères. Son attitude, son apparence, la clarté de son positionnement, sa visibilité auprès des médias traditionnels, sa visibilité sur le web, son mindset d'entrepreneur, les concerts qu'il fait, le volume et la qualité, s'il est mainstream ou s'il vise un public de niche, et les moyens financiers dont il dispose. Vraiment, juste pour l'exemple. Et puis, on va voir ici, donc sur l'abscisse, là, justement, s'il est plutôt faible en fonction du critère ou plutôt fort. Et il s'avère que, dans mes recherches, sur le canevas stratégique de Booba, on voit qu'il a une très forte attitude, il joue beaucoup dessus, il est plutôt de belle apparence. Bon, il commence à avoir un certain âge, donc je ne l'ai pas mis au max, je l'ai baissé un petit peu. Il a passé la barre de la quarantaine, même s'il est très bien entretenu. Voilà, il est forcément moins... on s'identifie beaucoup moins à lui qu'un rappeur qui a peut-être la vingtaine. La clarté de son positionnement, je lui ai donné la note la plus forte également parce que il incarne tous les codes du rap, tous les codes de l'urbain, du game, etc., etc. Il est au plus bas dans la visibilité média parce que, à part un titre tous les 8 ou 10 ans qui est joué sur Skyrock et sur Trace, il n'est pas hyper visible sur les médias. Et même quand il est joué que sur des médias urbains, justement à cause de la clarté de son positionnement.
Par contre, il a une très très forte visibilité web, donc là, il a une note plutôt bonne. Il a un mindset d'entrepreneur incroyable, c'est un homme d'affaires respecté. Il a développé des business qui lui rapportent des dizaines de millions d'euros chaque année. Au niveau des concerts, je lui ai mis une note moyenne parce que il n'en fait pas énormément hors tournée. Il n'est pas non plus dans un mode où ses concerts sont ultra qualitatifs de par le show. Je veux dire, alors ils sont géniaux les concerts de Booba, mais vous prenez un concert de Beyoncé et un concert de Booba, les artifices ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai mis une note médiane. Est-ce qu'il est mainstream? Absolument pas. Booba vise un public de niche, un public qui a grossi au fur et à mesure de sa carrière, mais depuis les débuts de sa carrière, il a toujours été en marge de ce que le grand public écoutait, et il a toujours utilisé ce fonds de commerce-là pour se développer. Ça lui a d'ailleurs toujours été très profitable. Et enfin, il dispose de moyens financiers importants, puisqu'effectivement, il a très bien réussi dans la musique et en affaires, et aujourd'hui, il a pratiquement des moyens illimités pour investir dans son développement. L'intérêt du canevas stratégique, c'est quoi? Eh bien, c'est de voir, si jamais vous étiez rappeur, comment se positionne l'un des meilleurs rappeurs de l'industrie aujourd'hui. Et grâce à ce canevas stratégique, vous pourriez vous mesurer à ça et vous dire, est-ce que votre attitude à vous est plutôt faible ou plutôt élevée? Est-ce que votre apparence est plutôt faible ou élevée? Est-ce que votre positionnement est très clair, au moins autant que le sien? Faible ou élevé? Est-ce que vous avez une grosse visibilité dans les médias? Oui ou non? Et là, on se rend compte que on n'est pas obligé d'avoir une forte visibilité médiatique pour réussir en tant que rappeur, manifestement. Est-ce que vous avez une forte visibilité web? Si ce n'est pas le cas, eh bien vous verrez que vous avez besoin de ça justement pour vous développer, etc., etc. En fait, ça permet de comparer des valeurs fortes existantes déjà sur le marché avec ce que vous faites. Parce que le seul moyen de créer un espace stratégique vide, donc un océan bleu sur lequel vous positionnez, c'est d'abord d'étudier la concurrence. Et le canevas stratégique va vous aider à faire ça. On continue et on reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo sur le canevas stratégique. Le deuxième outil, c'est la grille des 4 actions. L'idée, c'est d'identifier, quand vous faites le canevas stratégique, par exemple, de rappeurs, de chanteurs de pop, de variété ou de DJ producteur, peu importe, c'est d'identifier ce qui a été exclu, ce qui a été atténué, ce qui a été renforcé et ce qui a été créé par les uns ou les autres. Je reprends un exemple. Booba, par exemple, a fait le choix d'atténuer massivement la visibilité média. Il a choisi de ne pas porter beaucoup d'intérêt à la visibilité média. Il a clairement atténuer cet aspect. À l'inverse, il a renforcé la visibilité web. Vous voyez un petit peu l'idée? Eh bien, la grille des 4 actions, ça va vous permettre, une fois que vous aurez tracé le canevas stratégique de 5 ou 10 valeurs sûres dans votre style musical, eh bien, vous allez être capable d'identifier ce que les uns ont atténué, ce que les uns ont renforcé, ce qu'ils ont complètement exclu de leur process de développement, et à l'inverse, ce que certains ont créé qui leur a permis de prendre de vitesse la concurrence et que vous allez peut-être pouvoir imiter ou exclure ou atténuer ou renforcer selon votre souhait. D'accord? Encore une fois, on verra en application pratique en quoi ça consiste. Dernier point, ça va être de faire un choix dans la matrice atténuer, créer, exclure, renforcer. L'idée, c'est de se dire, dans mon industrie, quels critères je vais pouvoir atténuer par rapport au niveau jugé normal. Je vous donne un exemple. Si dans les clips de rap, tout le monde met des belles filles et des grosses voitures, c'est un niveau jugé normal dans l'industrie. Est-ce que je ne peux pas, pour prendre un positionnement différent, atténuer cet aspect? Vous voyez un petit peu l'idée? C'est ça, jouer sur la matrice. Créer. Quels critères jusque-là négligés par l'industrie peuvent être créés ou réinventés dans votre genre? Ça, c'est un truc que j'adore faire. Je regarde ce qui marche dans le rock et qu'on ne fait pas dans le rap. Je regarde ce qui marche dans le reggae et qu'on ne fait pas dans la pop. Je vais le chercher et je le crée dans un univers musical différent. C'est ça l'idée. Troisième point, exclure. Quels critères acceptés sans réflexion par la profession pouvez-vous définitivement et totalement exclure? Par exemple, pour revenir à l'exemple Booba dans son positionnement, il a dit « Moi, les médias, je m'en contrefous. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en veux pas. » Il a complètement exclu ça. Et au final,
c'est en excluant les médias qu'il s'est retrouvé à faire un des titres de sa carrière qui a été le plus diffusé en médias, qui était, putain j'ai plus le titre en tête, Mon Pays ou un truc comme ça, bref le morceau qui avait tourné, DKR, voilà, DKR. Dans le critère créé, pour reprendre l'exemple Booba, en 2005 si je dis pas de bêtises, ou 2004, il est arrivé avec l'album West Side. L'album West Side, il a marqué un tournant fort dans l'histoire du rap français parce que il a amené un univers musical qui n'existait pas en France, ce qu'on appelle le Dirty South. Il est parti chercher le rap de Lil Wayne, par exemple, le rap d'artistes du sud des États-Unis, et il s'est dit, ok, eux, ils rappent comme ça. Ils ont ralenti les BPM, ils ont alourdi les subs, ils ont remis le rap dans les clubs, puisque c'est énormément joué dans les clubs aux États-Unis à cette époque-là. Il s'est dit, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas en français? Pourquoi est-ce que je ne créerai pas ça en France? Et en faisant ça, il a littéralement créé un océan bleu. Il a créé un espace stratégique dans lequel il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et c'est pour ça qu'il a vendu des centaines de milliers d'albums. Il n'y avait personne qui faisait ça. On est en pleine crise du disque. Plus personne ne vend. Il débarque sur un océan bleu et bizarrement, il vend. C'est étrange, mais ça marche. La stratégie océan bleu, elle est au cœur de toute réussite. Et le dernier point, c'est quels critères doivent être renforcés par rapport au niveau jugé normal dans l'industrie. Encore une fois, on avance, on reviendra sur un exemple concret ensemble et ça vous aidera du coup à travailler sur cette fameuse matrice. 3 caractéristiques vont vous aider à déployer la meilleure stratégie. La première, c'est le focus. La deuxième, la divergence. Et la troisième, le slogan. Je vais vous donner un exemple hors musique et je vais vous donner un exemple musique. Le focus, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de se spécialiser, de se focaliser, de se concentrer sur un domaine et un seul, sur une idée et une seule. Il faut que votre nom d'artiste en tant que marque soit rattaché à une seule idée. Si par exemple, je vous dis Scotch, vous pensez tout de suite à ruban adhésif. Sauf que Scotch, c'est une marque, c'est pas un nom commun à la base. On appelle ça du Scotch parce que la marque a tellement focus son développement sur le ruban adhésif qu'on a fini par ne plus appeler du ruban adhésif, mais par l'appeler du Scotch. Vous imaginez la puissance du truc, du Coca. On dit pas est-ce que tu veux un soda, on dit est-ce que tu veux un Coca. Vous imaginez la puissance du truc? C'est ça le focus. Dans l'industrie musicale, c'est exactement la même chose. Si par exemple, je vous dis rap Marseille, les anciens vont penser à IAM, les féministes vont penser à Kenny Arcana, et les plus récents vont penser peut-être à Psychiatre, à Soprano, à Jul ou à qui vous voulez. C'est du focus. Pourquoi est-ce qu'ils revendiquent autant leur provenance de Marseille? C'est parce qu'ils savent très bien que quand tu dois identifier un rappeur français, il y a tellement de noms qui te viennent en tête que c'est compliqué. Par contre, si tu dis identifier un rappeur français de Marseille, c'est beaucoup plus facile à identifier. Si je vous dis rap religion, vous allez penser à Medine. Encore une fois, je suis désolé pour ceux qui n'écoutent pas de rap, mais je trouve l'exemple génialissime. C'est pour ça que je le cite. Mais ça revient tout de suite à ça. On pense à Medine parce qu'on sait que le rappeur qui revendique le côté religion, barbe, etc., c'est Medine. Et c'est un positionnement marketing qui est surpuissant. À une époque, on aurait pu assimiler Cynic avec la prison aussi, parce qu'il en parlait tout le temps dans ses morceaux, etc. Si je vous dis rappeuse féminine, cheveux courts, vous allez tout de suite penser à Diams, par exemple, etc. Donc le focus, en fait, a un pouvoir colossal. C'est que dès lors que vous allez décider d'être le meilleur dans un seul domaine et uniquement un seul domaine, vous allez effectivement avoir un positionnement beaucoup plus clair et vous allez attirer beaucoup plus de monde à vous parce que votre plan marketing va être beaucoup plus facile à appliquer. Le deuxième point, c'est la divergence. La divergence, ça va justement consister à ne pas se battre sur les mêmes critères que les autres, mais diverger, prendre la tangente et aller se battre sur d'autres terrains. Par exemple, quand Internet est arrivé et que des milliers d'artistes étaient encore en train de se battre sur le terrain pour vendre des albums physiques, pour avoir une présence, etc., eh bien, il y a des artistes qui se sont dit « Non, moi j'ai vu un truc qui s'appelle MySpace, tu sais quoi, je vais me battre sur ce terrain-là. » Et comme il y a beaucoup moins de personnes,
c'est des artistes qui ont explosé. Je pense à Section d'Assaut notamment, pour rester dans les exemples urbains, bon, même si c'est plutôt grand public, ils se sont positionnés immédiatement là-dessus. Ils ont créé ce qu'on appelle un océan bleu en allant se positionner sur le buzz web plutôt que rester focus sur les critères actuellement, à l'époque en tout cas, développés par l'industrie, qui étaient produire un album, faire des concerts, se battre sur le terrain avec les radios, les télés, les festivals, etc. etc. Ils ont divergé. Dans la formation PIS, c'est exactement ce que je vous incite à faire aussi. C'est qu'il y a des schémas actuels et il y a un schéma qui n'est pas assez développé, celui de se focus sur une stratégie d'acquisition de fans et de capitaliser dans le temps sur cette fanbase. C'est quelque chose que j'apprends depuis 3 ans à tous les membres de ma formation, tous ceux qui m'ont fait confiance pour que je les aide à se développer. Et pourtant, il y en a très peu qui le mettent en application. Parce que soit vous n'y croyez pas encore assez, soit vous continuez de vous focus sur les anciens modèles, et c'est normal, le cerveau humain aime bien rester confortable dans ses petites habitudes. Seulement, tous ceux qui ont réussi à appliquer cette tangente, donc cette forme divergente de développement de visibilité, ils ne sont pas forcément plus visibles, mais ils sont largement capables de vivre de leur musique, même en temps de crise, même en temps de Covid, même en temps de tout ce que vous voulez. Vous ne dépendez pas des médias, vous ne dépendez pas des radios, des télés, des machins, vous dépendez de personne en fait. Vous pouvez tout gérer de A à Z seul avec un nombre réduit de fans. Et c'est ça qui est génial. Donc la divergence, c'est également un critère caractéristique d'une bonne stratégie Océan Bleu. Et enfin, le troisième point, c'est le slogan. Le slogan. Être capable de résumer en une phrase simple, en un mantra facile à comprendre par tous ce que vous faites et la cible que vous visez, c'est colossal. Je vous donne un exemple hors musique. Southwest Airlines, c'est la compagnie aérienne la moins chère. Point. C'est leur slogan, c'est leur fonds de commerce, c'est leur stratégie Océan Bleu, et c'est comme ça qu'ils ont explosé dans le monde des compagnies aériennes en quelques temps. C'est tout. Ils ont un slogan clair. Quand je répète à longueur de vidéo, j'aide les artistes et les producteurs indépendants à vivre de leur musique, c'est également un slogan. Ça explique clairement ce que je fais. Je propose de l'aide, de l'accompagnement. Après, si on rentre dans le détail, de la formation en ligne, à distance, machin, etc. Mais le fond est toujours le même. C'est une aide. À qui ça s'adresse? Aux artistes et aux producteurs indépendants. Et au moins, c'est clair. Eh bien, vous devez, dans votre projet musical, être capable de résumer en une phrase simple ce que vous faites. Et cette phrase simple, quand vous la tiendrez, vous devrez la marteler. La marteler constamment, H24, à qui veut l'entendre. Vous devez constamment revenir à ça. L'exemple que j'aime bien donner sur le slogan, c'est Monsieur Nov, qui est un artiste hyper talentueux. Monsieur Nov, à l'époque où il est arrivé, ou en tout cas où moi je l'ai découvert, on devait être en 2006 peut-être, et il cartonnait sur MySpace. Donc pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, MySpace, c'était un petit peu l'ancien Facebook à la mode, mais un petit peu différent. Mais sur MySpace, il cartonnait parce qu'il avait un slogan fort, c'était « Monsieur Nov, chinois chauve ». Point. Moi, c'est chinois chauve. Et là, il avait un signe distinctif fort. Il était focus parce qu'il faisait de la soul et du R&B au niveau des Américains, mais en français. Et puis, il a divergé de toutes les conventions dans ce métier parce que, d'une part, il chantait de la soul en français, donc rien que son projet à lui-même réunissait les 3 conditions, mais en plus de ça, il s'est déployé sur des nouveaux médias de communication, à savoir MySpace, les réseaux sociaux, les blogs, les webzines, etc., etc. C'est pour ça que ça a marché pour lui à cette époque-là. Focus, divergence, slogan. Gardez toujours ces 3 points-là en tête et prenez le temps, là maintenant tout de suite, s'il faut, mettez pause et réfléchissez à sur quoi vous allez focus votre développement pour les 5 prochaines années, comment vous allez diverger de tous les codes qu'on connaît actuellement dans l'industrie et des pièges dans lesquels vous ne voulez surtout pas tomber, et enfin, qu'est-ce qui résume ce que vous faites? Quel est votre slogan? Quel est votre mantra? C'est vital. Point suivant, on va développer maintenant 6 méthodes pour améliorer votre stratégie. Parce que pour revenir rapidement en arrière, le canevas stratégique là, quand vous allez vouloir le créer, ce qui va être le plus dur, c'est de définir les critères sur lesquels vous allez d'une part évaluer la concurrence et sur lesquels vous allez d'autre part évaluer ce que vous pouvez faire ou ce que vous souhaitez faire. Donc pour ça, on va aller chercher 6 méthodes qui vont nous permettre
d'optimiser, de développer, d'améliorer notre fameuse stratégie Océan Bleu. La première méthode, elle consiste à explorer toutes les solutions alternatives qui peuvent exister. Clairement, que veut le public? Que veut le public et quelles options il a face à lui? Dès lors que vous vous êtes posé cette question, vous allez pouvoir commencer à étudier différentes solutions alternatives. Vous savez, l'exemple que j'aime bien donner, c'est les restaurants. Les restaurants, ils ont le sentiment que le public va comparer les restaurants entre eux. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Quand vous êtes restaurateur et que vous visez d'atteindre entre guillemets des clients pour votre restaurant, vous ne devez pas simplement vous positionner comme on est le meilleur restaurant parmi tous les restaurants de la ville, mais vous devez également vous positionner comme on est la meilleure solution pour passer une bonne soirée en ville comparé au cinéma, au bowling, je ne sais pas quoi, patati et patata. C'est ça en fait, explorer les solutions alternatives. Ce n'est pas uniquement dans votre secteur, mais c'est dans tout. Et donc pour explorer les solutions alternatives, moi j'ai essayé de répondre à la question, je vous invite à le faire également, que veut le public? Eh bien, le public il veut être diverti. Quand il monte dans sa voiture et qu'il a 1 heure de route, il a envie d'être distrait, il a envie d'être diverti. Quand voilà, il est là et qu'il s'ennuie, il va écouter de la musique, il a envie d'être diverti. Il y a également une part du public qui veut réfléchir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand vous étiez adolescent, qu'il y a un truc qui n'allait pas, etc., la musique, c'était un véritable moment de réconfort. Ça aidait à réfléchir, à se remettre les idées en place. Ça peut aussi aider à travailler. Moi, je sais que je travaille beaucoup en musique. J'aime bien me mettre une playlist, souvent des trucs au piano, ou même des pianos-voix ou des guitares-voix. Et c'est vrai que ça aide à se concentrer, à réfléchir. La musique, ça aide également à se connecter aux autres. Ce que veut le public quand il vient chercher de la musique, c'est créer du lien. Quand vous allez en club, par exemple, et que vous voulez écouter du son pour danser dessus, bah, c'est aussi pour vous connecter aux autres. On drague sur du zouk ou sur de la kizomba, par exemple, pour les meilleurs danseurs. Évidemment, sur de la salsa aussi. C'est lié à se connecter aux autres, la musique. C'est ça que le public vient chercher. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Il veut pratiquer une activité physique. Beaucoup de sportifs font du sport en musique. Beaucoup de danseurs aussi s'entraînent en dansant en musique, font leur training, leurs entraînements en musique. Et puis, il y a également une partie du public qui n'est pas, entre guillemets, néophyte, qui va vouloir aller chercher des artistes bien spécifiques ou des couleurs musicales bien spécifiques. Donc, que veut le public? Il veut aussi aller découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux talents. Et dès lors que vous comprenez ça, vous pouvez comprendre que le public, pour atteindre ces objectifs-là, ce qu'il veut, il a plusieurs options. Il peut écouter la radio, il peut aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il peut regarder un programme télé, il peut sortir, aller au resto, aller dans un bar, aller au ciné, aller dans une salle d'arcade ou autre. Il peut lire un magazine, un blog ou lire un email. Vous voyez un petit peu l'idée? Parce qu'effectivement, quand j'ai envie de me divertir, quand je suis en voiture, et bien sûr que je peux écouter ta musique à toi, mais je peux aussi tout simplement mettre la radio et pas me prendre la tête. Quand j'ai envie de réfléchir, je peux lire un bouquin, je peux faire de la méditation, je peux me détendre, je peux aller faire un tour. Qu'est-ce qui fait que je vais choisir la musique plutôt qu'aller me promener tout seul dans un parc? Pareil, quand j'ai envie de me connecter aux autres, je vais aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Quand j'ai envie de me divertir, je peux aussi regarder un programme télé, Netflix tout simplement, etc., etc. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est qu'il faut être capable d'explorer toutes les solutions alternatives que le public va avoir face à lui et à partir de ça, d'identifier quand vous ferez votre canevas stratégique, d'identifier, pour reprendre mon exemple chez Booba, quelles options est-ce qu'il a utilisées? Est-ce qu'il a utilisé essentiellement la radio pour se faire connaître? Est-ce qu'il a utilisé essentiellement les réseaux sociaux et YouTube? Est-ce qu'on l'a découvert à la télé? Est-ce qu'on l'a découvert en sortant au resto, en bar, au ciné, au jeu ou autre? Est-ce qu'on l'a découvert en lisant un magazine, un blog ou un email? Vous voyez un petit peu l'idée? Louane, par exemple, elle a clairement été découverte au cinéma, puis à la radio. Ceux qui ont regardé, pour rester dans l'urbain, la série Validé, ils ont certainement découvert le rappeur Attic ou le rappeur Bosch via un programme télé. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est tout ça qui fait que plus vous allez étudier les solutions alternatives, plus vous serez capable d'identifier ce qui a aidé un artiste concurrent à développer sa visibilité. Et vous allez pouvoir le positionner sur un point, sur un critère bien spécifique par rapport aux autres, et ensuite vous positionner par rapport à lui et aux autres. Point suivant.
Vous pouvez également explorer les différents groupes du secteur. Et dans notre domaine, qu'est-ce que les différents groupes du secteur? Eh bien, par exemple, si on vise un public d'auditeurs de musique, eh bien, il y a différents groupes. Il y a ceux qui écoutent la musique en streaming. Il y a ceux qui vont kiffer la musique que quand ils sortent, en discothèque, en bar musical, dans des soirées privées ou en allant sur des concerts. Il y a ceux qui n'écoutent la musique que quand ils allument la radio ou la télé, tout simplement. Ils sont là le matin, bing, ils mettent les clips sur W9, ils sont contents. Et ils vont rien chercher de plus. Il y a ceux qui mettent la radio en voiture et c'est les seuls moments où ils écoutent de la musique dans leur vie. Il y a ceux qui passent leur temps sur les vidéos en streaming, qui passent leur temps à regarder des clips sur YouTube ou à regarder des lives sur Twitch. Il y a ceux qui adorent prendre 1-2 heures le samedi pour aller acheter des albums en physique ou même en digital. Il y a ceux qui créent la musique ou qui pratiquent d'un instrument, qui sont des auditeurs un peu différents des autres. Vous voyez un petit peu l'idée? Parce qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est que les plus gros auditeurs de rap, c'est les rappeurs eux-mêmes, à la base. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est un exemple, encore une fois. Mais vous devez explorer les différents groupes du secteur et, encore une fois, analyser sur le marché la concurrence et analyser par rapport à quels critères ils ont eu le plus d'impact. Est-ce que, prendre David Guetta, est-ce que David Guetta s'est plus fait découvrir dans les clubs ou a plus l'habitude de se faire écouter dans les clubs ou quand on va acheter son album? Clairement, c'est plus les clubs que la vente d'albums, etc., etc. Et vous les positionnez par rapport aux différents groupes du secteur. Troisième point, vous pouvez également redéfinir un groupe d'acheteurs à cibler. L'idée, c'est de se poser la question suivante. Qui peut consommer votre musique? Qui peut devenir un fan potentiel pour vous? Évidemment, il y a le grand public. Ça, on en a déjà parlé, les auditeurs de musique. Mais qui d'autre? Les patrons de clubs, les DJ en discothèque, les organisateurs d'événements dans des bars, les restaurateurs qui ont besoin de mettre de la musique d'ambiance. Si vous faites de la musique classique, par exemple, vous pouvez très bien vendre votre album à des restaurants en leur disant voilà, je vous ai préparé un album d'1 heure et demie de musique classique, piano, machin, etc. Ça va ravir vos clients. Vous voyez un petit peu l'idée? Ça peut être une technique. Il y a des gens, par exemple, quand ils vendent des magazines, ils les vendent que dans des kiosques ou qu'en version digitale. Et puis vous prenez DJ Mag, c'est essentiellement vendu à des discothèques. J'imagine qu'il y a des magazines spécialisés, gourmets, machin, etc., qui sont essentiellement vendus à des restaurateurs. Troisième groupe de consommateurs potentiels, ça peut être les créateurs de jeux vidéo. Quand un mec crée un jeu vidéo, évidemment qu'il a besoin de l'habiller avec du son. Ça peut être un groupe d'acheteurs cibles nouveaux sur lequel vous allez pouvoir vous positionner. Idem pour les créateurs de films, de séries, d'émissions, de télé. Les programmateurs également. Programmateurs médias, radio, télé, playlists, streaming, sonorisateurs. Tous ces programmateurs-là sont à eux seuls un groupe d'acheteurs potentiels pour vous. Parce que quand les programmateurs radio achètent votre musique, quand je dis achètent, c'est-à-dire qu'ils la valident pour la jouer, ça devient vos premiers adeptes. Et de ces premiers adeptes-là, ils répandent votre musique à un public de masse qui, lui, ne jure que par la radio. Souvenez-vous de ce qu'on a fait sur le précédent slide. Vous avez également les instructeurs de yoga, de zumba, de pilates, de méditation, de tout ce que vous voulez. En fait, la question du groupe d'acheteurs à cibler, elle peut littéralement vous aider à créer un nouvel espace stratégique. Quand j'ai conseillé certains membres de la formation de se positionner sur de la musique de méditation, certains ne l'ont pas fait. Il y en a une qui l'a fait, une seule. Elle est passée de « je gagne 200 balles par mois avec ma musique » à « je gagne plus de 10 000 euros par mois avec ma musique ». C'est colossal. Colossal. Même moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, putain, j'aurais peut-être dû le faire en fait au final. Voilà. Mais l'idée est là. C'est définir de nouveaux groupes d'acheteurs potentiels à cibler que personne ne cible aujourd'hui. Et là, j'ai cité ceux qui me venaient. Il y en a peut-être d'autres. Les youtubeurs, les formateurs. Peut-être qu'un matin, quelqu'un va m'appeler en me disant oui, je peux te proposer un habillage sonore adapté pour toutes tes vidéos de formation. Tu verras, ça va être génial, les gens vont apprécier, blabla, tout ça. Bah, le mec qui arrive à me convaincre, je ne sais pas s'il est né, mais c'est peut-être le cas, eh ben, il va avoir un client. Et moi, multiplié par 200 autres mecs comme moi, c'est un marché potentiel incroyable. Vous voyez un petit peu l'idée? Je vous laisse travailler là-dessus. Point 4, explorer les offres complémentaires. Ça, on en a déjà un petit peu parlé dans la formation, mais quoi vendre si ce n'est pas votre musique? Qu'est-ce que vous pouvez vendre à tous ces groupes d'acheteurs potentiels si vous ne pouvez pas vendre votre musique? Bien sûr, vous pouvez leur vendre des produits dérivés.
Vous pouvez leur vendre des prestations live. Vous pouvez leur vendre du placement de produits. Quand L'Oréal me file 20 000 balles pour mettre un produit de je ne sais quoi dans un clip, bah, c'est une offre complémentaire. C'est pas de la musique, il m'a pas acheté de la musique, il m'a acheté de la visibilité sur ma musique. Bah, n'empêche que ça rapporte. Vous pouvez également vendre du réseau. Si demain vous êtes bien en place, par exemple avec, je ne sais pas moi, une vingtaine de festivals, vous pouvez très bien vendre à d'autres artistes ou producteurs de spectacles le fait que vous les mettiez en relation avec votre réseau et vous prenez une com au passage. Bah, sur un cachet à 2 000 à 3 000 euros, si vous prenez 20%, ça fait un beau billet multiplié par 50 cachets comme ça dans l'année. C'est un bon business. C'est une offre complémentaire. Vous pouvez également vendre du conseil, du consulting, de la formation. C'est ce que j'ai fait le choix de faire il y a 2 ou 3 ans. C'est ce que certains membres de la formation également ont commencé à faire dans leur domaine. Je pense à Marilou qui vend des cours de piano qui sont génialissimes. Contactez-la sur le groupe Facebook. Vous voulez apprendre à jouer du piano, allez voir Marilou. Bah, ça, c'est pareil. C'est une offre complémentaire qu'elle a développée. Elle se positionne sur un océan que je ne dirais pas bleu parce qu'il y a quand même du monde dessus, mais il y a beaucoup moins de monde qui donne des cours de piano de son niveau et de sa qualité que de monde qui propose des sons piano-voix de son niveau et de sa qualité. Vous voyez un petit peu l'idée? Elle commence à aller dans un océan plutôt bleu. Bah, l'idée c'est ça. Pareil, des services connexes, ça peut être tout ou n'importe quoi. Proposer du graphisme si vous êtes bon. J'ai vu que Maria par exemple était devenue très forte pour faire des vidéos whiteboard. Big up à toi Maria si tu vois cette vidéo. Bah, c'est pareil, c'est un service que tu peux vendre. Si vous avez, je pense à Romuald. Romuald fait des clips de folie. Bah, ça peut être une idée. Tu développes une structure à côté où tu proposes de la prestation de clips vidéo. Bah, c'est un service connexe. Et si tu n'as pas envie de le faire toi, tu le lances toi, tu formes un mec en interne qui va le faire comme toi et peut-être même mieux que toi, et après ça tourne tout seul. Ça c'est très important. Parce que quand vous vous positionnez sur un océan bleu par rapport à des offres complémentaires, ça peut littéralement vous aider à être mauvais ailleurs. Mais clairement, vous pouvez devenir mauvais ailleurs. Je connais un mec qui a monté une chaîne sur le beatmaking parce qu'il n'arrivait pas à vendre ses prods. Il a appris à d'autres beatmakers à faire des prods de qualité. Et grâce à ce qu'il gagne, à peu près 7 ou 8 000 euros par mois, donc lui il est surtout sur le marché allemand, grâce à ça, eh ben en fait il paye des labels ou des gens comme ça, il les paye pour obtenir des rendez-vous, pour faire écouter ses prods. Et grâce à ça, il a placé ses prods sur les plus gros artistes du marché européen. C'est colossal. Il s'est servi de gains d'une offre complémentaire pour mettre en lumière son travail sur son offre de base, et maintenant, l'essentiel de ses revenus s'est inversé. Il gagne plus en vendant ses prods qu'en vendant ses conseils ou ses formations sur le beatmaking. Vous voyez un petit peu l'idée? Ça peut littéralement vous sauver. 5e point, c'est le différentiel entre l'affectif et le fonctionnel. Réfléchissez à l'angle d'attaque que vous avez. Si vous prenez par exemple la concurrence, on va parler de Booba pour reprendre l'exemple du canevas stratégique qu'on a fait au début. Est-ce que Booba vous semble plus présenter quelque chose de fonctionnel, de technique, que quelque chose d'émotionnel? La réponse est émotionnelle. Booba, ce qui vend dans ses clips, c'est regardez la vie de rêve que j'ai. Je suis un bad boy, je suis beau gosse, j'ai un corps, j'ai toutes les nanas que je veux, je suis respecté, je suis craint, j'ai du pognon à foison, je vis la vie de rêve. Donc, entre guillemets, si vous voulez vivre la même vie que moi, ou vivre cette vie à travers moi, bah, venez écouter ma musique. Et c'est hyper puissant pour vendre. C'est ultra puissant même pour vendre. Et puis il y en a d'autres qui ont un angle d'attaque fonctionnel. La technicité, ça va être les meilleurs punchliners, les meilleurs rimeurs. C'est dans le rock, on voit beaucoup ça également. C'est ceux qui ont les meilleurs musiciens, dans la funk ou dans la soul aussi. Tu sais, j'ai fait venir le meilleur guitariste du monde, le meilleur pianiste du monde, le meilleur saxophoniste du monde. Ça, c'est un angle d'attaque fonctionnel. Eh bien, l'idée, c'est de se poser la question quand vous allez étudier la concurrence et quand vous allez étudier votre propre canevas stratégique, votre courbe de valeur, c'est de se dire, est-ce que ce que vous proposez est plus orienté sur un angle d'attaque émotionnel ou sur un angle d'attaque fonctionnel? Et si vous êtes très bon dans le fonctionnel et pas bon dans l'émotionnel, ça explique peut-être pourquoi vous ne vendez pas. A l'inverse, si vous êtes très fort sur l'émotionnel et pas assez sur le fonctionnel, vous perdez du monde. Il faut être bon dans les deux. Mais, quitte à choisir, privilégiez l'angle d'attaque émotionnel parce que c'est celui qui vous fera vendre le plus.
Et enfin, dernier point, vous pouvez également réfléchir aux différentes formes de tendances à venir. Essayez d'anticiper les tendances. Ça peut être trouver un nouveau canal de communication. C'est ce que j'ai fait récemment avec le groupe Telegram. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça va prendre, mais j'ai tendance à penser que c'est un magnifique outil, que de plus en plus de personnes l'utilisent. Pourquoi pas? J'aurais été un des premiers sur ce secteur. Ça peut être de développer un nouveau genre musical. Pour reprendre l'exemple de Booba, c'est ce qu'il a fait en amenant le Dirty South en France. Là, il y a des membres dans la formation, par exemple, qui ont été chercher alors je vais mal prononcer encore, mais le grunge, bref, le style musical un peu hip-hop dérivé du Royaume-Uni, qui sont en train de l'amener en France. Ça peut cartonner. Quand certains artistes francophones ont été chercher des vibes afro et les ont amenés sur le marché français, c'était une nouvelle tendance. Ceux qui ont été capables de l'anticiper en sont sortis les plus gros gagnants, notamment MHD, qui a amené l'afro dans un univers urbain trap qui était ultra saturé. Ça peut être un nouvel outil, un nouveau prestataire, un nouveau territoire à développer. Actuellement, c'est l'Afrique qui donne. Il se passe des choses incroyables en Afrique. Ceux qui sont en mesure de se positionner sur ce marché, les premiers, vont tirer leur épingle du jeu. Et dans 10 ans, ce sera trop tard, parce que l'Eldorado aura été pillé et tous ceux qui vont arriver derrière n'auront que des miettes à ramasser. Vous voyez un petit peu l'idée d'être capable d'anticiper des tendances, ça peut également vous permettre de vous déployer sur un océan bleu. Je vais vous donner maintenant les 4 critères qui vont vous aider à valider une idée océan bleu. Le premier critère, c'est l'utilité pour l'acheteur. Est-ce que ce que je m'apprête à proposer, ce que je m'apprête à mettre en avant est vraiment utile, a vraiment de l'intérêt pour le public visé? Le deuxième point, c'est le prix. Est-ce que le prix est abordable? Troisième point, c'est le coût. Est-ce que ce que ça me coûte par rapport à ce que j'envisage que ça me rapporte me permet de dégager une marge bénéficiaire? Et est-ce que l'état du marché me semble favorable pour lancer cette nouvelle idée? Ces 4 questions-là, elles sont essentielles. Je les ai redétaillées ici. Votre idée comporte-t-elle, pardon pour la faute de frappe, comporte-t-elle une utilité exceptionnelle pour l'acheteur? Putain, décidément, j'ai fait beaucoup de fautes ici. Il y a un U. L'idée là, elle tient sur 2 axes. Un, est-ce que ce que vous proposez est juste hyper attractif et va pousser tout le monde à le vouloir? Très typiquement l'iPhone, ou très typiquement le nouvel album d'Aya Nakamura. C'est un exemple, parce que tout le monde les veut, l'un ou l'autre. Ou alors, est-ce que votre offre est suffisamment exceptionnelle pour que l'acheteur y voit une utilité et un besoin immédiat? Ça peut être le cas aussi. Quand je propose par exemple un livre à 27 €, livraison incluse partout dans le monde, et qu'en plus j'y inclus une formation qui coûte 200 €, ça a beaucoup d'intérêt pour l'acheteur potentiel. Il se dit waouh, déjà j'ai un livre où je vais avoir toutes les réponses à mes questions. En plus de ça, je ne paye pas l'envoi alors que je suis à l'autre bout du monde. Et en plus, je peux me former gratuitement. Évidemment que j'achète. C'est ça l'idée de l'utilité pour l'acheteur. Deuxième point, c'est votre prix est-il bien accessible à la masse des acheteurs que vous ciblez? Ça, c'est pareil. Il y a des prix marché, moi je ne m'y fie jamais. La question c'est, est-ce que la plupart du public potentiel que vous visez serait en mesure d'acheter votre produit ou autre si jamais vous le mettiez sur le marché? Clairement, quand Beyoncé a annoncé une place de concert à 80 € minimum, ils se sont posé la question, est-ce que c'est accessible à la masse des acheteurs? Oui, parce qu'on va l'annoncer 6 mois à l'avance. Les gens peuvent économiser 10 € par mois pendant 6 mois ou 15 ou 20 € par mois pendant 6 mois pour payer leur place. Et oui, ils sont capables de les mettre. Est-ce qu'ils voudront les mettre ou est-ce que ce sera le bon moment? C'est une autre question. Mais est-ce qu'ils seront capables de les mettre? Oui. C'est pareil. C'est pour ça que moi je trouve que les prix de vente des albums, c'est dérisoire. Parce que tu vends un album, par exemple, 18 € dans le commerce, alors qu'en réalité, tout le monde serait prêt à mettre 30 €. Tout le monde a les moyens de mettre 30 €. Mais comme l'industrie a conventionnalisé le fait qu'un album, ça coûte entre 10 et 15 €, dès que tu mets un album à 30 €, tout le monde te prend pour un taré. Et c'est pareil, moi la question me l'a posée sur mon livre, on m'a dit mais 27 € un livre, attends, c'est cher, machin, etc. Je lui ai dit mais je m'en fous. Tout le monde est capable de mettre 27 € pour sa formation et pour s'instruire ou pour s'inspirer. Donc la masse des acheteurs que je cible est capable de mettre le prix que j'en demande. À moi maintenant de donner suffisamment de valeur perçue à ce que je propose pour que le prix paraisse dérisoire.
Troisième point, c'est le coût. Est-ce que le prix auquel vous fixez ce que vous proposez vous permet de maintenir votre coût cible sans sacrifier la rentabilité? Le coût cible, c'est quoi? Clairement, quand je vends un album, je ne sais pas moi, 18 euros, à l'unité par rapport aux investissements fournis, le coût cible de l'album, c'est 10 euros. Donc l'album me coûte 10 euros. Donc si je le vends 18, ma marge est de 8 euros. Si je perçois 100% de la marge, 8 euros, c'est rentable. Si mon coût cible avait été de 22 euros et que je vendais un album 18 euros, je serais en train de sacrifier la rentabilité. Ça n'a aucun intérêt, en tout cas dans une stratégie à court terme. Si après il y a des objectifs de rentabilité long terme derrière, pourquoi pas? Encore une fois, c'est un jeu risqué, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est important de réfléchir et de bien s'assurer toujours de maintenir un coût cible relativement raisonnable pour ne pas sacrifier sa rentabilité. Et enfin, le dernier point, c'est est-ce que votre offre se positionne sur un marché saturé ou sur un nouvel espace stratégique où vous êtes seul? Clairement, si vous proposez la même chose que 200 autres artistes proposent, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Si par contre vous vous positionnez sur un segment où il n'y a personne, ça marche. Et même si vous êtes mauvais, et même si vous ne le faites pas régulièrement, et même si vous n'avez pas de moyens, ça va marcher. Ce qui nous amène à mon canevas stratégique. Ça va être le dernier slide et je vous le donne en exemple. J'ai du coup, à partir de tout ce qu'on a analysé là, fait un exemple de canevas stratégique pour la vente de mon livre. Donc vous pourrez le faire pour vos projets, ça peut marcher pour une vente d'album, pour du booking, ça peut marcher pour un développement de visibilité, ça marche pour tout. Je me suis d'abord basé sur les critères, le format du livre, la qualité de la texture, etc. L'accessibilité, est-ce que n'importe qui peut trouver le livre à peu près partout facilement ou pas? La facilité de lecture et le ton, est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est facile à lire? Est-ce que le ton est agréable ou est-ce que c'est indigeste? La qualité du contenu, est-ce que ça apporte vraiment ou pas? Le niveau de médiatisation, le prix, la concurrence sur le sujet et enfin la communauté. Et donc j'ai tracé mon canevas stratégique à moi. Mon format, je le trouve d'un niveau fort parce que je suis accessible en e-book, donc en version digitale, sur le Kindle et sur e-book store. Donc l'essentiel des personnes qui lisent en digital ont le bon format. J'ai également un format papier et j'ai un livre pour ceux qui l'ont déjà commandé qui a une texture hyper douce, donc qui donne vraiment envie d'être gardé entre les mains. On a mis de la qualité dans le papier, dans l'encre et dans la couverture. Donc je m'estime plutôt en haut. L'accessibilité, elle est tout en haut parce que mon livre, n'importe qui peut le trouver. Il y a une livraison n'importe où dans le monde. Donc tu peux être au fin fond du Kenya, tu peux commander mon livre. Si tu as Internet ou si tu as un bon disquaire à côté, un bon libraire à côté de chez toi. La facilité de lecture et le ton, là je me suis basé sur les retours que j'en ai eus. Tout le monde m'a dit c'est génial, on a l'impression que tu t'adresses à nous comme si tu parlais, etc. C'est vraiment facile à lire, j'aime pas lire d'habitude, mais là je l'ai lu super facilement. Donc plutôt un bon niveau. Le contenu, franchement je me suis défoncé dans ce livre. Il y a une qualité de contenu qui est juste incroyable. La médiatisation, elle est inexistante. Aucun média ne parle de mon livre. Le prix, je l'estime moyen. Parce qu'il est à un prix raisonnable, 27 € livraison incluse. Quand on enlève les 10 ou 15 € de frais de port, ça fait un livre qui coûte une dizaine d'euros. Dans cette qualité de couverture-là, je trouve que c'est donné. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des concurrents sur le sujet? Absolument pas. En tout cas, sur le marché francophone, il n'y en a aucun à ce jour. Il y a un concurrent direct fort sur le marché anglophone, mais il est surtout orienté sur le marché américain. Il n'y a aucun concurrent à côté. Et à côté de ça, est-ce que j'ai une communauté qui peut aller découvrir, lire et apprécier ce livre? Oui, j'ai une communauté de plusieurs milliers d'artistes et de producteurs qui me suivent sur YouTube. J'ai plus de 30 000 même aujourd'hui mails de contact. J'ai un truc comme 1200 ou 1300 membres dans la formation, etc., etc. Donc j'ai une communauté forte. À côté de ça, j'ai étudié sur les mêmes critères de canevas stratégique de concurrence. J'ai pris par exemple des personnes qui font des e-books sur le music business, sur des thèmes un peu spécifiques. En format, je les ai mis tout en bas
parce que ils n'ont pas de format papier et parce que, à part sur Amazon, ils n'ont pas d'accessibilité. On ne peut pas les trouver ailleurs. L'accessibilité, elle est moyenne parce que j'avoue que le e-book, ça donne la possibilité d'être disponible partout dans le monde grâce à Internet, mais ça reste limité quand même parce qu'ils sont en général sur une ou deux plateformes. La facilité de lecture et le ton. J'en ai lu 2 en e-book et 2 en livre de niche. J'ai mis une note moyenne basse plutôt. Parce que en général, c'est des gens qui font ça juste pour l'argent, qui n'ont pas un ton, c'est pas des auteurs de métier. Et comme ils ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas en totalité ce dont ils parlent, on sent tout de suite qu'il y a un ton d'ennui qui se met en place. Le contenu, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, il n'est pas ultra qualitatif. La médiatisation, elle est inexistante. Le prix en général est très faible, ça va être genre 2,99 pour le e-book, 3,99. Est-ce qu'il y a des concurrents sur le sujet? Oui, parce que c'est des e-books qui n'entrent pas dans le fond, mais qui sont des trucs qui restent en surface. Ça va être les 7 manières de distribuer sa musique sur Internet, les 5 méthodes pour vendre sa musique, etc. etc. Donc c'est très niché, du coup pratiquement n'importe qui peut le faire. Tu regardes 5 de mes vidéos YouTube et tu es capable d'écrire un e-book sur un des sujets dont je parle. Donc là, il y a beaucoup de concurrence du coup pour eux. Et enfin, est-ce qu'ils ont une grosse communauté? Pour la plupart, j'ai regardé, ils sont inexistants sur les réseaux sociaux. Ce pas des acteurs majeurs de l'industrie. En gros, on ne les connaît pas. J'ai pris ensuite des auteurs de livres de niche. Vous savez, ceux que vous avez par exemple à l'IRMA ou quand il y a des expos SACEM ou des salons, ça va être par exemple un livre sur l'édition musicale par exemple, ou un livre spécifique sur le droit d'auteur. Et tu as 250 pages uniquement sur le droit d'auteur. Ça, le format en général, il est uniquement en format papier. Pour la plupart, certains sont en format digital, mais la plupart en format papier. Donc je les ai mis assez bas en termes de format. L'accessibilité, elle est... format... Oui, je les ai mis entre les deux. Voilà, je ne sais plus pourquoi, mais voilà. L'accessibilité, je l'ai mise assez basse parce que justement, voilà, ils sont surtout en format papier et ils sont surtout vendus sur des salons pro type Mama, type Midem, etc. Ça s'adresse vraiment à une niche bien spécifique. Il y a très peu de personnes qui achètent ce genre de bouquin. Si les mecs en ont vendu 150 en 10 ans, c'est un exploit déjà. Ensuite, vous avez la facilité de ton et de lecture. C'est indigeste. Ce genre de livre-là, si vous n'êtes pas juriste ou autre, c'est vraiment indigeste. Le contenu, par contre, est assez qualitatif, mais je lui ai mis une note plutôt basse parce qu'il est très ciblé. Quand tu lis un livre de 250 pages sur l'édition musicale, évidemment que tu as du contenu, évidemment que le mec sait de quoi il parle, mais à part l'édition musicale, tu couvres rien d'autre. Enfin, c'est pas très médiatisé. Le prix est souvent très élevé. J'ai vu des bouquins à 60 euros, 80 euros. J'en ai même vu un à 130 euros sur Amazon. Donc c'est très cher parce que justement, ils en vendent peu, ils sont très peu visibles et ça s'adresse à un public très restreint. Donc il y a une différence entre vendre 10 balles un livre à 10 000 personnes et vendre 100 balles un livre à 100 personnes. Mieux vaut le vendre cher pour le coup. Là, la stratégie, elle n'est pas mauvaise. Mais ça donne un prix assez élevé. La concurrence sur le sujet, elle est importante. Parce que des experts qui sont capables de vous parler pendant 250 pages de l'édition musicale, il y en a plusieurs. Alors, ils ne sont pas tous voués à écrire des livres, mais ça crée une certaine forme de concurrence également parce que déjà, plusieurs personnes peuvent le faire et le font. Prenez livre, édition musicale, vous en avez bien 6 ou 7 différents. Et puis, il y a une concurrence directe aussi avec les autres sujets sur le global. Par exemple, quand vous lisez un livre sur l'édition musicale, vous allez aussi lire un livre sur le droit d'auteur. Donc il y a tout de suite une concurrence directe entre les livres. Et enfin, est-ce que ces auteurs-là ont une communauté? Absolument pas. Elle est complètement inexistante. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette étude de Canvas stratégique que j'ai fait vraiment de manière rapide et basique. Ça a dû me prendre 1 ou 2 heures en tout et pour tout. Alors qu'en réalité, un Canvas stratégique pour un profil d'artiste, ça peut prendre jusqu'à 50 heures à être fait. Mais c'est tellement indispensable. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que mon océan bleu à moi, il était là. Il était que j'étais le seul de tous les auteurs que j'ai pu identifier sur des sujets qui touchent à l'industrie musique. J'étais le seul à développer une vision suffisamment globale et élargie de l'industrie musicale pour n'avoir aucun concurrent à ce jour
sur ce sujet-là. Et en même temps, j'étais le seul à avoir une communauté forte qui est intéressée par ce que j'ai à proposer. Donc mon océan bleu à moi, il est ici. Et j'aurais même pu l'amener également sur le contenu un petit peu. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est comme ça que vous allez être capable de créer, entre guillemets, un océan bleu et de savoir sur quoi vous devez être focus. Et moi, ce sur quoi je dois être focus, c'est sur le fait de proposer un livre qui couvre tous les angles du music business et de l'adresser massivement à ma communauté. Donc plus ma communauté va grossir et plus je vais lui en parler et plus je vais lui décrire que ça touche à tout, plus je vais vendre de livres. L'idée est un petit peu là. Donc voilà à quoi ça va servir de vous créer un canevas stratégique et voilà comment vous allez pouvoir le développer. Maintenant, dans mon cas à moi, ce que je peux faire pour reprendre l'étude de ce canevas stratégique et pour affiner ma stratégie, c'est de me dire sur quoi est-ce que je vais pouvoir atténuer, sur quoi je vais pouvoir renforcer mes éléments, sur quoi je vais pouvoir créer et qu'est-ce que je vais pouvoir exclure. On reprend la grille des 4 actions. Eh bien, j'ai renforcé la qualité du livre. C'est-à-dire qu'entre la première édition qui n'a pas été commercialisée et celle qui a été vendue, j'ai fait le choix de mettre une couverture plus qualitative, un papier plus qualitatif. J'ai renforcé cet aspect-là par rapport à la concurrence. J'ai renforcé également l'accessibilité parce qu'au départ, j'étais présent uniquement sur ma propre page de vente. Ensuite, je me suis étendu à Amazon, là très récemment à eBook Store. Et puis là, je suis en train de négocier avec un éditeur pour être visible en librairie, donc dans les magasins, etc. etc. Plus je vais m'étendre là-dessus, plus je vais renforcer cet aspect-là, plus je vais renforcer ma stratégie Océan Bleu. Ensuite, qu'est-ce que je vais choisir d'atténuer? Par exemple, je vais peut-être atténuer la concurrence au niveau du prix. Sur Amazon, j'ai déjà commencé à le faire. Le livre est en vente au prix de 33 €. Si je le fais en librairie, je vais certainement vendre le livre entre 30 et 40 €. Même si mon éditeur n'est pas du tout de cet avis, peu importe. Vous voyez un petit peu l'idée? Je vais atténuer certains points. Je vais également exclure totalement certains aspects. Par exemple, je me refuse totalement de faire un travail de développement médiatique. Je n'irai pas le défendre en radio, je n'irai pas le défendre en télé et je n'irai pas non plus le défendre dans la presse spécialisée. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez un petit peu l'idée? Et à côté de ça, je vais pouvoir créer, et oui, je vais créer beaucoup de choses. Je vais créer notamment une offre bien spécifique que vous allez certainement voir passer ou que vous avez peut-être déjà vu passer en fonction du moment où vous verrez cette vidéo, qui consiste à offrir le livre dans un premier temps. En gros, tu ne payes rien, je te l'envoie. Si tu valides que le livre est bon, à ce moment-là, je te débite. Si tu ne valides pas le livre, tu me le renvoies et tu n'es pas débité. Ça, c'est encore une fois une stratégie Océan Bleu parce que personne ne fait ça. Dans tous les auteurs que j'ai analysés ici, même sur la scène internationale, aucun ne le fait. Aucun ne le fait. C'est pas compliqué à dire, aucun ne le fait. T'imagines, voilà, je sais pas moi, Guillaume Musso qui te dit, vous achetez mon livre, vous payez rien aujourd'hui, vous le recevez, vous le lisez. Si vous le validez, vous me laissez vous débiter. Si vous ne le validez pas, vous me le renvoyez, on se quitte bons amis. C'est une offre incroyable et ça, c'est totalement novateur. C'est un exemple de ce que je vais pouvoir créer. Je vais peut-être également créer, je ne sais pas moi, j'en sais rien, un jeu concours. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est développer des axes sur lesquels vous allez être le seul à vous répandre. Parce que forcément, quand j'ai pas de concurrent, qui va avoir le plus de résultats? C'est Bibi. Parce qu'il n'y a personne à côté, je ne peux pas me comparer. Donc même si je suis mauvais, je reste quand même le meilleur. Et comme je suis le meilleur, j'ai tendance à me développer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que si j'avais fait le choix de jouer sur la concurrence, par exemple, des bouquins de niche ou des e-books. J'aurais pu sortir 10 e-books, chacun à 2,99 € et me faire un max de thunes. C'est clair que sur le plan financier, j'aurais peut-être gagné, mais j'aurais rien laissé. J'aurais pas créé un engouement spécifique autour de mon livre. J'aurais pas laissé de traces fortes par rapport à mon rôle de formateur, d'incubateur même, et d'aide dans cette industrie. Voilà en quoi consiste la stratégie Océan Bleu. Si jamais vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre sur le prochain Visio Call Live. Donc surtout, n'hésitez pas et essayez de mettre en application tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment important. Je vais revenir rapidement dessus maintenant qu'on a couvert un petit peu toutes les parties.
mais développer les critères sur lesquels vous allez mesurer la concurrence par rapport à ce que vous faites. Encore une fois, pour définir ces critères-là, travaillez sur le fait d'explorer des solutions alternatives, le fait d'explorer différents groupes du secteur, donc différents groupes d'auditeurs possibles, différents groupes d'acheteurs potentiels, différentes offres complémentaires que vous pourriez être amené à faire, l'affectif et le fonctionnel par rapport à ce que vous proposez et également les tendances à venir. À partir de là, vous allez pouvoir définir la ligne horizontale des critères d'étude de la concurrence sur votre canevas stratégique et vous allez pouvoir créer la courbe de valeur de tous les concurrents que vous allez étudier. Pas besoin d'en étudier 40 000, vous pouvez en étudier 5, 6, 8, 10 grand maximum. À partir de là, étudiez votre position à vous par rapport à eux et déployer un espace stratégique sur lequel aucun n'a été et sur lequel vous allez aller. Et là, je peux vous garantir que vous serez sur une stratégie océan bleu. À partir de là, définissez tout ce que vous devez atténuer, créer, exclure ou renforcer. Vérifiez que vous aviez bien les 3 caractéristiques d'une bonne stratégie, à savoir que vous êtes focus sur un domaine et un seul, que vous avez fait preuve de divergence dans votre stratégie de développement et que votre slogan est clair et compréhensible par tous. Et une fois que ça c'est fait, hop, validez que votre idée est utile pour l'acheteur que vous ciblez, que votre prix est bien accessible à tous, que votre coût cible ne sacrifie pas votre rentabilité et que l'état du marché vous est favorable. Et je peux vous garantir que vous prendrez de vitesse tous ceux qui se lanceront dans le même style musical que vous. À vous de jouer.